Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN, on vous en dit plus en fin d'épisode. Nous sommes en 1979, quand The Clash sortent London Calling, les Pink Floyd, The Wall et la sonde Voyager 1 enregistrent, elle, pour la toute première fois, les champs magnétiques de la géante gazeuse Jupiter. Oui, vous êtes actuellement en train d'écouter chanter une planète. Et pourtant, on s'entend. Personne ne pourrait vous entendre crier, si là, comme par magie, vous vous téléportiez dans l'espace. Car celui-ci peut être, à peu de choses près, considéré comme vide. Mais cela ne signifie pas pour autant que rien ne peut y être entendu. Ainsi, si dans l'espace personne ne vous entendra crier, c'est peut-être et avant tout que nous sommes sourds à certains types de mélopées. Mais grâce à l'usage de capteurs extrêmement performants, agissant comme de puissants sonotones amplifiant les sons de l'espace, nous sommes aujourd'hui en mesure d'écouter chanter les astres. Si vous êtes d'humeur contemplative, vous pouvez avancer la vidéo d'1 minute pour accéder directement au chant des planètes. Sinon, pour comprendre pourquoi, en voici l'explication. Le son, de par sa nature, est une vibration prenant appui sur la matière pour se propager sous la forme d'une onde de pression. Et vu que l'on peut bien faire vibrer tout et n'importe quoi, alors du son peut se propager dans de l'air comme dans de l'eau, dans les roches quand elles tremblent comme dans les métaux ou dans n'importe quel matériau, avec plus ou moins d'efficacité à partir du moment où il y a de la matière sur laquelle s'appuyer. Sur Terre, au niveau de la mer, on trouve quelques 27 milliards d'atomes par centimètre cube d'air. Et le son peut facilement s'y propager, alors que dans l'espace, il en va évidemment tout autrement. Pourtant, à proprement parler, le milieu qui baigne l'espace entre les planètes, les étoiles, n'est pas parfaitement vide, bien qu'extrêmement dilué. On a pu par exemple mesurer dans le milieu interplanétaire des densités de l'ordre de quelques dizaines à centaines de particules par centimètre cube en moyenne. Même à l'altitude à laquelle orbite la Station spatiale internationale, cette densité est d'environ 50 millions d'atomes par centimètre cube. Mais revenons à l'espace. Ces particules dont nous avons parlé y sont si diluées qu'elles ne se touchent pas vraiment au sens où elles le feraient sur Terre. Mais la plupart d'entre elles étant chargées et en mouvement, elles produisent à la fois des champs et des ondes électromagnétiques. Elles s'influencent les unes les autres, un peu comme le font celles de notre atmosphère en se percutant. Si bien que même si les sons tels que nous les connaissons ont ici disparu, il existe toujours des vibrations, des ondes de pression ténues qui se propagent dans ce silence presque assourdissant. Ainsi, certains instruments à bord des sondes spatiales sont suffisamment sensibles pour enregistrer les vibrations et les oscillations de champs électromagnétiques que l'on peut ensuite traduire et convertir dans des gammes de fréquences audibles pour les humains. Et voilà que ces sonotones ultrasensibles nous donnent accès à toute une palette d'expériences auditives, s'étendant au-delà de nos limites biologiques, et nous permettant ainsi d'écouter les creux et les pleins d'un vinyle écrit par l'activité d'une planète. Ce processus dit de sonification et qui consiste à interpréter et traduire les données recueillies en harmonique, en hauteur de ton ou en longueur de son, afin de construire des paysages sonores de l'espace, peut vous sembler artificiel. Mais songez que dans le fond, chaque son entendu n'est jamais qu'une vibration qui se propage dans l'air, rentre en contact avec nos tympans, qui, si ces sons sont dans le domaine des fréquences audibles, vont les transformer en signaux électriques avant d'être interprétés par notre cerveau. Mais à l'origine, ces vibrations peuvent bien provenir de tout et n'importe quoi, qu'il s'agisse du mouvement des cordes vocales, d'un oiseau ou d'une casserole et d'un marteau. Et à ce petit jeu, la Terre ne fait pas exception et possède elle aussi, à travers sa magnétosphère, un motif musical unique. Vous n'entendez pas actuellement les bruissements du vivant au cœur d'une forêt tropicale humide, mais bien la voix, le champ magnétique d'un enregistrement réalisé à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude, dans l'espace. En d'autres termes, vous écoutez sonifier les vocalises qu'émet la Terre lorsque les instruments à vent solaire viennent percuter son puissant champ magnétique protecteur. Quant à cette guerre des étoiles-là, elle a été enregistrée par les instruments d'une sonde partie étudier la ceinture de Van Allen, qui s'étend elle aussi à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes.
On y entend siffler les particules chargées, qui spiralent le long des lignes de champ magnétiques, et retranscrit les signaux émis par la circulation d'électrons de haute énergie, mais aussi les ondulations électromagnétiques et les soubresauts du plasma, qui, créés par des décharges de foudre dans l'atmosphère terrestre, se propagent ensuite le long des lignes de champ, à travers le gaz extrêmement dilué et chargé qui dérive dans l'espace. Et nous voici maintenant devant la géante gazeuse Jupiter, une planète que l'on a, elle aussi, écoutée à sa manière chanter. Lorsque le 24 juin 2016, la sonde spatiale Juno atteint l'arc de choc délimitant l'espace environnant et le début du champ magnétique 10 fois plus puissant que celui de notre planète produit par la géante, elle y enregistre pendant environ 2 heures les crépitements d'une guerre invisible que se livrent les particules chargées provenant de notre étoile et la magnétosphère de Jupiter. Une structure d'un moment magnétique 18 000 fois plus large que celui de la Terre, et qui aurait, si elle brillait dans la lumière visible, 2 fois la taille de notre pleine Lune, vue depuis notre monde. Quelques 3 mois plus tard, la sonde, en s'approchant à quelques 4200 km des sommets des nuages tourbillonnants, réalisa ces étranges enregistrements, dont la vitesse de lecture a ici été ralentie d'un facteur 60 pour nous devenir accessible. Si cette bande audio peut vous sembler vide de sens, pour qui sait écouter, décrypter ces murmures crépitants, il est possible d'y entendre l'ondulation des particules chargées circulant dans l'ionosphère de Jupiter, ainsi que l'intense activité des gigantesques cellules orageuses qui tourbillonnent au pôle. Ainsi, c'est en échantillonnant avec précision les rayonnements thermiques nous provenant sous forme de micro-ondes du sommet des nuages d'ammoniac, comme des régions plus profondes de l'atmosphère de la géante gazeuse, que nous pouvons en déduire des parties de ce qui se passe sous les épaisses couches de nuages, ASMR, de la haute atmosphère de Jupiter. Près de 35 ans auparavant déjà, la sonde Voyager 1 nous avait donné, lors d'un survol de ce monde turbulent, à écouter le cœur jovien. Les sons que vous entendez ici tirent eux leur source des flux d'électrons spiralant le long des lignes de champ magnétique ceinturant la planète. Quant à cet enregistrement, toujours réalisé par Voyager 1, il est le tout premier à avoir fourni une preuve indirecte de l'existence de puissants éclairs sur Jupiter. Ces ondes si flottantes que l'on peut y percevoir sont produites par la foudre qui, dans la haute atmosphère de la planète, se propage depuis les pôles le long des lignes de champ de la magnétosphère. Mais Jupiter n'a pas l'apanage des éclairs. On a également pu en écouter sur Saturne. Cet extrait provient d'un enregistrement réalisé par la sonde Cassini-Huygens. Et l'on peut y entendre le crépitement de la foudre, ou plus précisément un condensé, car le temps réel de cette bande, pour nous être audible, a dû être compressé d'un facteur 260. Dit autrement, les 28 secondes de crépitement de foudre que vous êtes en train d'entendre sont les condensés de près de 2 heures de captation réalisées par Cassini. 2 heures au cours desquelles la sonde détecta en moyenne un éclair toutes les 2 secondes dans les nuages de Saturne. Et comme pour Jupiter précédemment, là aussi près de 30 ans auparavant, Voyager 1 et 2 déjà étaient passés, les antennes tendues à proximité de la géante aux anneaux. La première y avait elle aussi enregistré pour la première fois la présence d'éclairs profonds, des éclairs qui en éclatant génèrent de fortes impulsions similaires au grésillement que l'on peut percevoir sur une radio durant des phases d'orage. Quant à la seconde, la sonde Voyager 2, elle réalisa lors de sa phase d'approche de Saturne cette bande-ci. On peut y entendre les vrombissements magnétiques de la géante gazeuse, captés par les détecteurs embarqués, alors que la sonde s'apprête à passer à 110 000 km de la planète. Ici, ces bruissements sont des transcriptions dans les gammes qui nous sont audibles, des interactions entre les particules chargées provenant du vent solaire et la puissante magnétosphère qui entoure la planète. Et le mouvement de ces particules chargées, comme la force et l'orientation des courants, sont traduits en signaux électriques qui sont à leur tour amplifiés et utilisés pour exciter la membrane d'un haut-parleur que vous êtes en train d'écouter. Et dans le même registre d'étrangeté, la sonde Juno capta, elle, lors d'un survol particulièrement rapproché de Jupiter, des signaux radio émis par les intenses aurores polaires,
Connus sous le nom d'émissions kilométriques joviennes, ces signaux possèdent des longueurs d'onde de près d'1 kilomètre de long. Et pour être transformé en son digeste, l'enregistrement que l'on écoute actuellement a dû être compressé au point de faire tenir 13 heures de captation en quelques 25 secondes. Faisons de nouveau un bond dans l'espace et dans le temps pour nous retrouver à nouveau à proximité de Saturne avec cet autre enregistrement réalisé par la sonde Cassini et qui nous donne à écouter d'intenses émissions radio provenant de la géante Ozano et dont l'existence prouve que cette planète héberge elle aussi des aurores polaires. Ici, les fréquences d'émission bien au-dessus de la gamme de ce que nous sommes naturellement capables de percevoir ont dû être décalées vers le bas d'un facteur 260, avec pour résultat de donner ces formes auditives étranges de nappes éthérées. Ici, les fréquences d'émission de ces autres captations des aurores saturniennes par Cassini ont dû être décalées vers le bas d'un facteur 44, et le temps compressé cette fois-ci, près de 22 fois pour être entendu. Si bien que 27 minutes d'enregistrement réalisées par la sonde en viennent à se transformer en à peine 73 secondes d'écoute. Pour autant, tous les sons captés dans l'espace ne sont pas toujours nécessairement modifiés pour être écoutés. Cette bande sonore-là, réalisée par Voyager 2 à l'approche de Jupiter, est longue dans sa version intégrale de 27 minutes et constituée de sons authentiques, avec leur fréquence d'origine n'ayant été ni modifiée afin d'être pour nous audibles ni esthétisée. Une partie des sons entendus provient des instruments en fonctionnement dans la sonde elle-même. La tonalité constante de fond est légèrement désagréable, trouve sa source dans l'alimentation électrique du vaisseau. Les bruits de très légères percussions sourdes proviennent, eux, du propulseur de la sonde, quand d'autres sont produits par des modulations d'un instrument de mesure. Mais le reste, tout le reste de cet étrange brouhaha est constitué de signaux, d'ondes plasma naturelles, détectés par Voyager 2. Ce sont là les véritables sons de Jupiter, son champ magnétique, qui nous donne de la voix. Et vu que j'ai depuis longtemps déjà dépassé mon quota d'ASMR de l'espace, je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à cet épisode en se prenant de face un mur de son. Tendez l'oreille. Ce gazouillis, c'est celui enregistré par Cassini, lorsqu'elle traversa le 27 juin 2004 un étrange mur flottant situé à près de 3 millions de kilomètres de la géante gazeuse. La présence de ce type de front de choc n'est pas propre à la planète Ozano. Nous en avons d'ailleurs déjà longuement parlé. Il se retrouve partout où la rencontre entre des particules charriées par le vent solaire supersonique et de puissants champs magnétiques se traduit par de brusques variations d'intensité du champ électrique. C'est pourquoi, en guise d'ASMR de fin, je voudrais vous partager l'enregistrement audio le plus lointain jamais directement réalisé par une machine confectionnée par des humains. Vous voici maintenant en compagnie de 30 secondes de grésillement, riches en fioritures captées par les instruments embarqués dans la sonde Voyager 1, lorsqu'elle arriva aux confins de notre système solaire, aux limites de l'héliosphère, et pénétra dans le milieu interplanétaire qui baigne l'espace entre les étoiles. On y entend amplifier les variations de vibration du plasma interplanétaire au-delà de la zone d'influence magnétique du système solaire. Et même ici, à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre, cette soupe de plasma extrêmement diluée, ce milieu interstellaire qui est l'un des vides les plus prononcés que l'on connaisse, et dans lequel se trouve en moyenne 0,3 atomes par centimètre cube, peut être écouté. Si cet épisode t'a plu, suis-moi sur Insta, abonne-toi, clique sur la cloche avec quelques variantes dans l'ordre. Tu peux aussi te laisser glisser par ici pour vivre une aventure passablement périlleuse en direction du cœur de la planète Jupiter.
sais pas pourquoi, mais toutes ces histoires de vols extragalactiques, je le sens de moins en moins. L'instinct ou l'odeur de brûlé dans le casque, peut-être. Pour que vos voyages dans le cyberespace se déroulent sans accroc, NordVPN est fait pour vous. Car en plus de nous permettre de nous promener sur le net en toute sécurité, en chiffrant et protégeant nos données, de nous donner un accès aux sites de streaming sans aucune restriction géographique, ils offrent actuellement, et pour tout abonnement, une protection anti-menace gratuite, une sorte d'anti-malware qui pète le feu et vient directement compléter l'application NordVPN et protéger votre ordinateur. En gros, NordVPN est devenu bien plus qu'un simple VPN. Et leur offre est valable absolument partout du moment que vous êtes dans cet univers-là. Et encore une fois, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours en passant directement par notre lien nordvpn.com/paladementale. Leur anti-malware, ce sera le garde du corps de votre ordi. D'autant que même lorsque NordVPN n'est pas actif, pendant que vous dormez, lui reste toujours éveillé, à bloquer du logiciel malveillant, à traquer et rendre la vie dure aux trackers qui veulent tout savoir de nous, à casser des fichiers dangereux, à dézinguer des virus, et même à tuer les pop-up et les publicités. Bon, encore une fois, à l'exception de celle-ci. Avec sa protection anti-menace, NordVPN est devenu, dans cet univers, bien plus qu'un simple VPN.